Pour mes 31 ans, mon père m'a offert une lettre d'exhérédation. De notre part à tous, a annoncé maman au restaurant. Ma sœur filmait ma réaction pour s'amuser. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis partie. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Avez-vous déjà vu une famille offrir à leur propre fille des papiers officiels d'exhérédation comme cadeau d'anniversaire? Tout en filmant sa réaction pour se divertir? C'est exactement ce qui m'est arrivé le jour de mon 31e anniversaire. Alors que d'autres familles offrent des bijoux, des voyages ou même juste un gâteau, la mienne avait orchestré une humiliation publique, méticuleusement planifiée. Ma sœur aînée, Agathe, tenait son téléphone en l'air, enregistrant ce moment historique pendant que j'ouvrais l'enveloppe épaisse. Ma mère, Delphine, souriait avec une satisfaction glaciale en annonçant « C'est de notre part à tous ». Le restaurant cossu de Lyon, probablement le plus cher de la presqu'île, semblait retenir son souffle. Le tintement des couverts en argent contre la porcelaine s'était arrêté. Je pouvais sentir le regard des autres convives, tous des membres de notre prestigieuse famille élargie, invités pour assister au spectacle. Je m'appelle Léonie Dutheil. J'ai 31 ans. Et aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire du renversement le plus spectaculaire de ma vie. L'histoire de la façon dont ma famille m'a renié, pensant que j'étais une assistante ratée, sans savoir que j'étais sur le point de monter sur scène en tant que directrice des relations extérieures pour un conglomérat de médias international. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que leur cruauté arrivait à point nommé. J'avais déjà signé le contrat qui allait tout changer. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous ramener au début, là où tout a vraiment commencé. Si vous regardez cette vidéo, bienvenue. Je suis Léonie, et c'est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette soirée désastreuse et de ce qui a suivi, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire voyage. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Ma famille, donc. Grandir dans la famille Dutheil, c'est comme vivre dans l'ombre d'un monument historique. Un monument froid, imposant, et qui exige le respect. Ma famille ne se contente pas d'être riche, elle est une legacy, une institution à Lyon. Mon père, Arnaud Dutheil, est le PDG d'un grand cabinet de conseil en stratégie. Le genre d'homme qui pense en termes de retour sur investissement, même en parlant de ses enfants. Ma mère, Delphine, est une lobbyiste influente, une femme qui peut faire et défaire des carrières politiques d'un simple dîner. Ma sœur, Agathe, de 3 ans mon aînée, est une avocate d'affaires brillante, déjà en passe de devenir associée dans le plus grand cabinet de la ville. Et puis, il y avait moi. Léonie. Anomalie. J'étais l'assistante. L'assistante de direction pour une commission culturelle à la mairie de Lyon. Mon salaire, 40 000 € par an. Une somme que mon père gagnait probablement en une seule journée. Mais voilà ce que ma famille ne comprenait pas, ou refusait de comprendre, ce poste n'était pas un échec, c'était une évasion. Voyez-vous, je n'ai pas toujours été l'assistante. J'étais sortie de la même école de commerce prestigieuse que ma sœur. J'avais suivi le chemin qu'on m'avait tracé. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil concurrent de celui de mon père. Je gagnais 90 000 € par an à 25 ans. J'avais l'appartement de fonction, les costumes hors de prix, la vie qu'il voulait pour moi. Et j'étais en train de mourir de l'intérieur. Ce monde, cette culture du requin, de la performance à tout prix, des emails à 2 heures du matin, des week-ends sacrifiés sur l'autel de la rentabilité, ça me tuait. Littéralement. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse dans les toilettes de la tour de la Pardieu. Mon corps ne suivait plus. Je ne dormais plus. J'étais devenue une coquille vide et polie. Un jour, après une présentation où j'avais assuré, tout en ayant l'impression que j'allais m'effondrer, j'ai démissionné. Ce fut le premier grand drame. Pour ma famille, ce n'était pas un choix de santé mentale. C'était un acte de lâcheté. Une trahison. Je me souviens encore du dîner. Le silence glacial quand j'ai annoncé ma décision. Mon père n'a pas levé les yeux de son assiette. C'est ma mère qui a parlé la première. Et tu comptes faire quoi? Professeur de yoga?
Son mépris était palpable. J'ai trouvé un poste à la mairie. Dans la culture. Mon père a alors posé ses couverts. Lentement. La mairie? Tu quittes un poste à 90 000 € pour aller servir le café à des fonctionnaires? Tu es une Dutheil. Tu portes un nom. Et tu choisis de nous faire honte. Je préfère avoir honte et être en vie, avais-je murmuré. Agathe avait ricané. Ne sois pas si dramatique, Léonie. Tu n'es juste pas faite pour la pression. Tu es trop fragile. Fragile. Ce mot est devenu mon étiquette. J'avais refusé l'héritage, j'avais fui le champ de bataille. J'étais la branche faible de l'arbre généalogique. Mon travail à la mairie, bien qu'il me plaise, bien qu'il ait du sens pour moi, était devenu le symbole de ma défaite. Ils ne voyaient pas que j'organisais des événements internationaux, que je gérais des budgets complexes, que je faisais de la diplomatie culturelle. Ils voyaient 40 000 € et fonctionnaires. Et cette déception, cette honte qu'ils ressentaient, s'est transformée en mépris. Puis en cruauté. Chaque dîner de famille était un tribunal. Alors, Léonie, toujours à classer des papiers, lançait Agathe. Tes cousins viennent d'acheter un chalet à Megève. Toi, tu arrives encore à payer ton loyer dans le Vieux Lyon, demandait ma mère. Mon père, lui, m'ignorait. C'était presque pire. Quand ses partenaires commerciaux demandaient des nouvelles de ses filles, il parlait d'Agathe. Seulement Agathe. J'étais devenue invisible. J'étais la déception stratégique. L'investissement non rentable. Et dans la famille Dutheil, ce qui n'est pas rentable, on le coupe. Je ne savais juste pas encore à quel point ils prendraient cette expression au pied de la lettre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en me traitant comme une ratée, ils m'avaient forcé à développer des compétences qu'eux-mêmes ne possédaient pas. Des compétences qui allaient bientôt valoir bien plus que tout leur héritage. Mon super pouvoir, celui que ma famille avait toujours moqué, c'était ma capacité à lire les gens. Dans un monde, le leur, où tout est transactionnel, moi, je voyais les émotions. Je comprenais les non-dits. Dans le conseil, c'était une faiblesse. À la mairie, c'était devenu une force. Il y a 8 mois, cette force a été mise à l'épreuve. Nous recevions une importante délégation commerciale allemande à l'hôtel de ville. Pas n'importe laquelle. Des investisseurs potentiels pour un nouveau pôle culturel majeur à Lyon. L'enjeu était énorme. L'atmosphère était tendue. Tout se passait bien, jusqu'au discours de bienvenue de notre adjoint à la culture. L'interprète officiel, un homme très compétent mais très technique, a commis une erreur. Il a traduit un terme culturel lyonnais par un équivalent allemand, mais un équivalent qui avait une connotation complètement différente, presque condescendante, dans la région d'où venait le chef de la délégation. J'ai vu le changement. Le sourire du PDG allemand s'est figé. Un froid polaire a envahi la salle des fêtes. L'adjoint, ne parlant pas allemand, continuait son discours, inconscient du désastre qui se tramait. C'était une question de secondes. L'alliance stratégique était en train de s'effondrer à cause d'un mot. Mon chef m'a jeté un regard paniqué. J'étais juste l'assistante. Je n'étais pas censée parler. Mais je parlais allemand. Je l'avais appris intensivement pendant mes 2 années en conseil, pour un client à Francfort. Et surtout, je comprenais pourquoi l'allemand était vexé. J'ai fait un pas en avant. Excusez-moi, monsieur le maire adjoint. Silence. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Y compris ceux de l'interprète, furieux. Je me suis adressé au PDG allemand, dans sa langue. Monsieur, si vous me le permettez, ce que l'adjoint essayait d'exprimer n'était pas de la condescendance, mais une référence à une vieille fable lyonnaise. Une fable sur un artisan qui... Et j'ai continué. J'ai expliqué non pas le mot, mais l'intention. J'ai utilisé une vieille expression allemande que j'avais apprise, une métaphore sur la construction de ponts. L'atmosphère s'est réchauffée. Lentement. Le PDG m'a regardé, surpris, puis il a souri. Un vrai sourire. Une fable, dites-vous? Je ne la connais pas, racontez-la moi au dîner. L'alliance était sauvée. Le contrat, qui était sur le point de mourir, était plus fort que jamais. À la fin de la réception,
alors que je rangeais mes notes, un homme s'est approché de moi. Il n'était pas de la délégation. Je l'avais remarqué, assis au fond, observant tout. Il n'avait pas l'air d'un politicien. Il portait un costume simple mais parfaitement coupé. Il n'avait pas l'arrogance de mon père, mais une sorte d'intensité tranquille. C'était impressionnant, dit-il. Merci, monsieur. J'ai juste eu de la chance, ai-je répondu par réflexe. Il a eu un petit sourire. Ce n'est pas de la chance. Vous n'avez pas seulement traduit des mots. Vous avez traduit l'intention. Vous avez lu la pièce avant tout le monde. Il m'a tendu sa carte de visite. Cédric Vasseur, PDG, Euronews. Un nom que je ne connaissais que de loin. Un conglomérat de médias majeurs, dont le siège européen était ici, à Lyon, dans le quartier moderne de Confluence. Ne laissez personne gaspiller ce talent, mademoiselle Dutheil, dit-il. Appelez-moi si vous décidez un jour de vouloir être payé à votre juste valeur. J'ai regardé sa carte, le cœur battant. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai failli en parler à ma famille. J'ai failli dire, vous savez qui j'ai rencontré aujourd'hui? Mais je savais ce qu'ils auraient dit. Euronews? C'est à peine rentable. Tu t'imagines PDG maintenant? Alors, je n'ai rien dit. J'ai gardé la carte. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un email. Chère mademoiselle Dutheil, j'ai repensé à notre conversation. Vos talents sont gaspillés. J'aimerais discuter de votre avenir. Quand êtes-vous disponible? Cet email est resté dans ma boîte de réception. Je l'ai lu 10 fois. 20 fois. J'avais peur. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et s'il se trompait? La peur. C'était devenu ma seconde nature. La peur de décevoir, bien sûr, mais aussi la peur d'essayer et d'échouer à nouveau. Ma famille avait si bien réussi à me convaincre de ma propre fragilité que je commençais à y croire. Et puis, il y avait la pression. Pas seulement psychologique, mais aussi financière. Ma mère, Delphine, présidait le conseil d'administration de la Fondation Dutheil, un organisme de bienfaisance prestigieux. Sur le papier, c'était admirable. En réalité, c'était surtout un outil de réseautage et de pouvoir. Et cet outil avait besoin de fonds. Depuis que j'avais mon petit salaire de la mairie, ma mère avait développé une nouvelle tactique d'humiliation, l'abus financier déguisé en charité. Léonie, chérie, disait-elle au téléphone, de sa voix mielleuse qu'elle réservait aux donateurs. La fondation organise son gala annuel. Nous comptons sur une contribution de ta part. La première année, j'avais donné ce que je pouvais. 50 €. Elle avait ri. Oh, c'est mignon. Mais tu sais, ton nom de famille est sur l'invitation. Nous attendons un peu plus de soutien. Agathe, par exemple, vient de faire un don de 5 000 €. Agathe gagnait 10 fois mon salaire. L'année suivante, c'est devenu une exigence. J'ai besoin de ta contribution, Léonie. Disons, 3 000 € pour l'année. C'est le minimum pour que ton nom apparaisse dans la liste des donateurs. Maman, je gagne 40 000 € par an. Je ne peux pas. Ne commence pas. C'est une question d'image. Tu comprends, l'image de la famille? Si tu ne peux pas contribuer par ton succès, tu contribueras au moins par ton argent. Ou ce qu'il t'en reste. Je me suis endettée. J'ai pris un petit crédit à la consommation, en secret, juste pour payer la contribution à la fondation de ma propre mère. Pour acheter la paix. Pour qu'elle arrête de m'appeler. Entre la pression au travail, la pression familiale, et maintenant la pression financière, mon corps a commencé à lâcher. Les insomnies sont devenues chroniques. Je passais des nuits à fixer le plafond de mon appartement du Vieux-Lyon, l'esprit tournant en boucle, ressassant chaque mot méprisant, chaque facture. Puis les migraines ont commencé. Des migraines ophtalmiques, si violentes qu'elles me laissaient clouer au lit dans le noir complet. Mon médecin généraliste, un homme bon et pragmatique, a froncé les sourcils en regardant mes analyses de sang. Léonie, dit-il doucement. Votre taux de cortisol, alarmant. C'est le taux de quelqu'un qui vit en état de guerre. Vous êtes dans un état de combat ou fuite permanent.
Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je peux vous donner des médicaments. Mais honnêtement, ce dont vous avez besoin, c'est de changer d'environnement. Cet environnement, il vous empoisonne. Il avait raison. J'étais empoisonnée. Ma propre famille était le poison. J'étais coincée. Financièrement exsangue à cause de ma mère, mentalement épuisée par leur mépris constant. Si vous avez déjà ressenti ce genre de pression, cette sensation d'être piégé par les attentes de ceux qui devraient vous soutenir, que feriez-vous à ma place? Auriez-vous continué à endurer, ou auriez-vous tout envoyé promener? Dites-le moi dans les commentaires. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême que ma sœur, Agathe, a décidé de porter le coup de grâce. Non pas un coup physique, ou même verbal. Quelque chose de bien plus pervers. Quelque chose de psychologique. Par 4, NTN Kang Tam YCA Agathe, ST, 700, Agathe a toujours été plus subtile que mes parents. Mon père était un bulldozer. Ma mère, un serpent à sonnette. Agathe était un poison lent. Elle a dû sentir que quelque chose changeait en moi. Peut-être avais-je l'air moins abattu, ou peut-être était-ce juste l'instinct de prédateur. Elle savait que j'avais rencontré Cédric Vasseur, le nom avait circulé après l'incident à la mairie. Mais elle ne savait pas qu'il m'avait recontacté. Elle m'a invité à déjeuner. Pas dans un lieu chic. Un petit bouchon lyonnais près de mon travail. Juste entre sœurs, avait-elle dit. Je m'y suis rendue, méfiante, mais avec une lueur d'espoir. Peut-être voulait-elle parler? Elle était radieuse. Elle venait de boucler une fusion à plusieurs millions d'euros. Elle m'en a parlé pendant 20 minutes, avant de poser sa main sur la mienne. Léonie, dit-elle, son visage soudain rempli d'une inquiétude que je savais feinte. Je m'inquiète pour toi. J'ai attendu. Je sais que tu as fait bonne impression à l'hôtel de ville l'autre jour. Et tu sais, ce Vasseur, il a la réputation de prendre des gens et de les briser. C'est un monde impitoyable. Bien pire que le conseil. Elle s'est penchée vers moi. Écoute-moi bien. J'ai sacrifié ma jeunesse pour en arriver là. J'ai travaillé 100 heures par semaine. Je n'ai pas eu de vie pendant 10 ans. J'ai vu des gens comme toi, des gens sensibles, se faire dévorer tout cru. Ils pleuraient aux toilettes. Ils finissaient en dépression. Son regard était intense. Tu as trouvé un petit nid douillet à la mairie. C'est bien. C'est sûr. Tu n'es pas faite pour la guerre, Léonie. Et ce n'est pas grave. Il n'y a pas de honte à être faible. Il y a juste de la honte à prétendre qu'on ne l'est pas. Chaque mot était une lame. Elle ne m'attaquait pas. Elle me protégeait. Elle prenait ma plus grande peur, ma fragilité, et la validait. Elle me disait que j'étais une enfant, incapable de jouer dans la cour des grands. Reste où tu es, ma chérie, a-t-elle conclu en sirotant son verre de vin. C'est mieux pour toi. Tu es trop délicate pour le monde réel. Je suis rentrée à mon bureau cet après-midi-là, et pour la première fois, l'email de Cédric Vasseur me faisait peur. Et si elle avait raison? Si je quittais mon nid douillet pour me jeter dans la gueule du loup? Si j'échouais de manière spectaculaire? Je serais la risée de tout lion. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage et de doute. J'ai failli lui répondre, à Vasseur. Merci, mais j'ai décidé de rester. J'ai presque cru Agathe. Presque. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une gueule de bois émotionnelle. Mais sous le doute, il y avait autre chose. Une colère froide. Agathe n'avait pas peur pour moi. Elle avait peur de moi. Elle avait peur que la petite sœur fragile puisse réussir sans avoir à payer le même prix qu'elle. Elle avait peur que je puisse être heureuse et réussir. Ce jour-là, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai répondu à Cédric Vasseur. Monsieur Vasseur, merci pour votre patience. Je suis prête à discuter de la suite. Quand pouvons-nous commencer les entretiens? Sa réponse est arrivée en moins de 5 minutes. Demain, 8 heures. Mon bureau. Agathe avait voulu m'enterrer. Elle ne savait pas que j'étais une graine. Par 5, HPNG BMT, ST, 650,
Les entretiens n'avaient rien à voir avec ce que j'avais connu. Cédric Vasseur me faisait entrer dans une salle de conférence avec 3 de ses directeurs les plus redoutables. Pas de questions sur mon diplôme ou mes notes. Il me jetait des scénarios de crise. Un de nos présentateurs vedettes vient de faire un dérapage raciste en direct. La vidéo est virale. Vous avez 10 minutes. Qu'est-ce que vous dites aux journalistes qui appellent? Qu'est-ce que vous dites au conseil d'administration? Un gouvernement étranger menace de couper notre accès satellite si nous ne retirons pas un documentaire. C'est notre plus gros marché publicitaire. Vous faites quoi? C'était brutal. C'était terrifiant. Et j'adorais ça. Parce que ce n'étaient pas des chiffres. C'était des gens. C'était de la psychologie, de la diplomatie, de la communication. C'était lire la pièce. Et à ce jeu-là, j'étais meilleur qu'eux. J'ai répondu à leur scénario non pas avec des théories de management, mais avec ce que j'avais appris, l'empathie comme une arme stratégique. On ne s'excuse pas pour le présentateur. On s'excuse pour l'impact que ces mots ont eu. On annonce une suspension immédiate et une enquête. Et en interne, on parle aux équipes. Pour le gouvernement, on ne cède pas. On publie leurs menaces. On transforme leur censure en une histoire sur la liberté de la presse. On perd le marché, mais on gagne la confiance du public mondial. Il y a eu 5 tours. 5 sessions de torture intellectuelle. À la fin du 5e tour, j'étais épuisée, mais vivante. Cédric Vasseur m'a raccompagnée à l'ascenseur. Vous avez un défaut, Léonie, m'a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Vous vous excusez trop. Arrêtez ça. Vous n'avez aucune raison de le faire. Une semaine plus tard, le 10 janvier, j'étais dans son bureau, dans le quartier de Confluence. L'architecture était de verre et d'acier. Tout le contraire des vieux bâtiments en pierre où ma famille avait bâti sa fortune. Il a poussé un contrat sur le bureau. Directrice des relations extérieures. 150 000 € de salaire de base. Plus les bonus. Plus les stock options. Date de début, le 1er mars. Je l'ai regardé. Mon salaire à la mairie était de 40 000. Ma contribution à la fondation de ma mère était de 3 000. C'était irréel. Ma main a tremblé en prenant le stylo. Bienvenue dans l'équipe, Léonie, m'a dit Vasseur. Nous n'engageons pas des noms de famille. Nous engageons des talents. Votre bureau est en train d'être préparé. Je suis sortie de cet immeuble en flottant. J'avais un secret. Un secret magnifique et terrifiant. Il me restait 7 semaines. 7 semaines à vivre une double vie. 7 semaines à continuer mon travail à la mairie, à sourire poliment. 7 semaines à assister au dîner de famille, à encaisser le mépris, à payer ma dette à ma mère, tout en sachant que la bombe à retardement était enclenchée. J'avais ma porte de sortie. Mon armure. Ma vengeance. Si vous pensez que l'histoire se termine ici, avec une fin heureuse et tranquille, vous vous trompez lourdement. La partie la plus folle ne faisait que commencer. Le destin, ou peut-être juste l'ironie, allait me donner l'occasion de confronter ma famille d'une manière que même moi, je n'aurais jamais pu imaginer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui va suivre. Le 28 février. Mon 31e anniversaire. Ma mère avait insisté pour célébrer ça. Quand Delphine Dutheil insistait, c'était un ordre royal. Elle avait réservé chez Bocuse. Le symbole. Le summum de la tradition lyonnaise. Un endroit où chaque plat coûte l'équivalent de mon budget course de la semaine. J'y suis allée, mon contrat signé rangé au fond de mon sac à main, comme un talisman secret. L'atmosphère était électrique. Ils avaient invité la famille. Des oncles, des tantes, des cousins. Tous ceux qui avaient assisté à mon ascension ratée et à ma chute en disgrâce. J'étais la brebis galeuse, et ce soir, ils allaient me tondre en public. Bon anniversaire, Léonie, lança ma mère, assez fort pour que la table d'accent grave côté entende. 31 ans. L'âge où Agathe est devenue la plus jeune avocate à plaider une affaire à la Cour de cassation. Merci, maman. Mon père, Arnaud, leva son verre de vin,
Un Gevrey Chambertin à 1000 € la bouteille. 31 ans, dit-il, en me regardant à peine. Je viens de rencontrer le fils d'un partenaire. 28 ans. Il vient de lever 100 millions pour sa start-up. Il n'a pas fait d'école de commerce. Il a juste de l'ambition. Le message était clair. L'ambition. Ce que je n'avais pas. J'ai souri. Un petit sourire poli. C'est impressionnant, papa. Mon calme semblait les agacer. Ils s'attendaient à des larmes, à des excuses. Agathe a sorti son téléphone. Oh, je dois immortaliser ça. Le grand jour de Léonie. Elle a commencé à filmer. Puis l'assaut verbal a commencé. C'était coordonné. Ma tante, tu sais, Léonie, j'ai une place de secrétaire disponible dans mon cabinet d'assurance. Ce serait toujours mieux que, tu sais, ce que tu fais. Mon oncle, le problème de Léonie, c'est qu'elle manque de caractère. Elle a toujours été trop douce. Et Agathe, tout en filmant, ajoutait son venin. Chut, vous allez lui faire peur. N'est-ce pas, Léonie? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il faut rester là où on est en sécurité. Je les regardais, un par un. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais plus de douleur. Je ne ressentais plus de honte. Je ressentais de la pitié. Je les voyais, non pas comme ma famille, mais comme une meute d'animaux pris au piège de leur propre cage dorée. Pris au piège de la performance, du statut, de l'argent. Ils étaient si terrifiés à l'idée de perdre leur place qu'ils devaient détruire quiconque ne jouait pas selon leurs règles. Je vous écoute, ai-je dit simplement, en coupant mon homard. Mon calme les a déstabilisés. Ma mère a froncé les sourcils. Il était temps de passer à l'étape suivante de leur plan. Bon, dit-elle en tapotant ses lèvres avec sa serviette. Assez joué. Elle a fait un signe de tête à mon père. Mon père a pris une grande inspiration, le visage soudain grave, comme s'il s'apprêtait à annoncer une fusion hostile. Léonie. Nous t'avons donné toutes les chances. L'éducation, le nom, les relations. Tu as tout gaspillé. Nous ne pouvons plus, enchaîna ma mère, nous permettre d'être associés à ce manque d'ambition. Cela rejaillit sur nous. Sur Agathe. Sur la fondation. Agathe zoomait sur mon visage, son sourire en coin. Elle attendait les larmes. Alors, continua mon père, nous avons pris une décision. Une décision difficile, mais nécessaire pour la pérennité de la famille Dutheil. Il a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Une enveloppe épaisse, couleur crème, avec l'entête de la famille. Ceci est ton cadeau d'anniversaire, dit-il. Le silence dans le restaurant était total. Il a fait glisser l'enveloppe sur la nappe blanche immaculée. Elle s'est arrêtée juste devant mon assiette. Agathe a repositionné son téléphone. Ouvre-le, Léonie. C'est de notre part à tous. J'ai posé ma fourchette. Lentement. J'ai essuyé mes doigts. J'ai pris l'enveloppe. Le papier était lourd, de grande qualité. L'odeur de l'encre était forte. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte. Juste une seule feuille, pliée en 3. Je l'ai dépliée. C'était un document officiel. Rédigé par le cabinet d'avocats d'Agathe, sans aucun doute. En haut, en lettres capitales, acte d'exhérédation volontaire ETDE répudiation familiale. Je l'ai lu. Chaque mot. Nous, sous-signés, Arnaud et Delphine Dutheil, en pleine possession de nos facultés mentales. Déclarons par la présente que notre fille, Léonie Marie Dutheil, suite à ses choix de vie déshonorants et son refus de maintenir le standing et les valeurs de notre famille, est, à compter de ce jour, le 28 février, formellement répudiée de la famille Dutheil. Elle est par conséquent déchue de tout droit de succession, de tout héritage, et de l'utilisation du nom Dutheil à des fins professionnelles ou sociales. Et en bas, 3 signatures. Arnaud Dutheil. Delphine Dutheil. Agathe Dutheil. Agathe avait signé. Ma propre sœur. Ce n'était pas seulement une exhérédation. C'était une exécution publique. La salle tournait. J'ai entendu le rire étouffé d'un cousin. J'ai vu le sourire triomphant de ma mère.
J'ai vu l'objectif du téléphone d'Agathe, comme l'œil d'un cyclope, attendant ma réaction. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Que je pleure. Que je supplie. Que je m'accroche à leurs genoux en implorant leur pardon. Et c'est là que le miracle s'est produit. Tout le stress, toutes les migraines, toute la peur, tout a disparu. J'ai ressenti une clarté. Une clarté absolue, froide et magnifique. J'ai lentement replié la lettre. J'ai suivi les plis d'origine. Je l'ai remise dans l'enveloppe. J'ai rangé l'enveloppe dans mon sac à main, juste à côté du contrat de Cédric Vasseur. Puis j'ai levé les yeux. J'ai regardé chacun d'entre eux. Merci, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Le sourire de ma mère s'est figé. Pardon, a balbutié mon père. Merci, ai-je répété. Cela rend les choses beaucoup plus faciles, en fait. Facile, répéta Agathe, en baissant son téléphone, la confusion remplaçant la suffisance. Oui, dis-je en me levant. J'ai posé ma serviette sur la table. J'avais peur de devoir gérer votre réaction. Mais ceci est une preuve écrite. Une rupture de contrat claire et nette. Je n'ai plus aucune obligation envers vous. Où vas-tu? Nous n'avons pas fini, cria ma mère. Oh, mais moi si, dis-je. Ce spectacle est terminé. Je me suis retournée vers Agathe. J'ai regardé droit dans l'objectif de son téléphone, qu'elle avait relevé à la hâte. Garde bien cette vidéo, Agathe. Tu voudras t'en souvenir. Puis j'ai regardé mon père. Mon spectacle à moi commence demain matin. À 9 heures précises. Quel spectacle? De quoi parles-tu? Le mien, dis-je en m'éloignant. Et vous n'êtes pas invité. Je suis sortie du restaurant, la tête haute, laissant derrière moi une table de homards à moitié mangée, une bouteille de vin à 1000 euros, et une famille figée dans l'incompréhension la plus totale. Ils pensaient m'avoir détruite. Ils venaient de me libérer. Le 1er mars. 8h30, je suis entrée dans le hall du siège d'Euronews à Confluence. L'architecture de verre et d'acier captait la lumière du matin sur la Saône. C'était un monde à part. Loin des boiseries sombres et des traditions étouffantes de la presqu'île de ma famille. L'agent de sécurité m'a souri. Mademoiselle Dutheil? Bienvenue. Votre badge vous attend. Il me l'a tendu. Léonie Dutheil. Directrice des relations extérieures. J'ai passé le badge sur le tourniquet. Le clic a résonné comme le son le plus satisfaisant au monde. Mon bureau était au dernier étage. Une vue panoramique sur tout Lyon. Sur la colline de Fourvière, et de l'autre côté, sur la tour de la Pardieu où j'avais failli me briser. Cédric Vasseur est arrivé à 9h01. Il ne m'a pas serré la main. Il m'a tendu un dossier. Pas le temps de s'installer, Léonie. Nous sommes en guerre. J'aime la guerre, ai-je répondu, sans m'excuser. Il a souri. Bien. Votre premier combat, le Forum économique de Lyon. Je connaissais le Forum. C'était l'événement. Le Davos lyonnais. Tous les PDG, tous les politiques, tous les journalistes influents de France et de Navarre y étaient. Il a lieu le 15 mars. Dans 2 semaines, a-t-il dit. Et cette année, nous ne sommes pas juste des sponsors. Nous allons faire une annonce majeure. Un nouveau partenariat stratégique qui va redéfinir le paysage médiatique européen. Il m'a regardé fixement. Et c'est vous qui allez l'annoncer. Mon estomac s'est retourné. Moi? Sur scène? Pas seulement. Vous serez la conférencière principale. Juste après le discours d'ouverture. 20 minutes. Vous allez leur expliquer notre nouvelle vision. C'était un baptême du feu. J'ai besoin de tous les dossiers. Ils sont sur votre ordinateur. Vous avez carte blanche. Vous avez le budget. Épatez-moi. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Ah, j'oubliais, dit-il avec une fausse innocence. J'ai vu la liste du comité d'organisation du forum. Il a sorti un iPad. Tiens. Ça devrait vous amuser. J'ai regardé. Et là, en haut de la liste, présidente du comité, Delphine Dutheil.
Ma mère. Elle sera au premier rang, a dit Vasseur. Elle vous regardera. Il a vu mon visage se durcir. Si c'est un problème, je peux. Non, l'ai-je coupé. Ce n'est pas un problème. C'est une opportunité. Son sourire s'est élargi. Je l'espérais. Bienvenue chez vous, directrice du TEI. J'ai passé les 2 semaines suivantes en mode survie. Je dormais au bureau. J'ai disséqué le partenariat, j'ai appris les chiffres, j'ai rédigé mon discours. Je ne l'ai pas écrit comme une consultante. Je l'ai écrit comme une survivante. Je l'ai écrit avec tout ce que j'avais appris, sur la valeur de l'empathie, sur l'importance de lire les non-dits, sur la puissance de la communication authentique. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à voir le moment où tout bascule? Le moment où ceux qui vous ont jeté doivent vous regarder dans la lumière? Si vous êtes aussi impatient que moi je l'étais, écrivez « oui » dans les commentaires. Le 15 mars. Centre de congrès. L'air vibrait d'importance. Des centaines de costumes sombres, des murmures de transactions à plusieurs millions d'euros. C'était le terrain de chasse de ma famille. J'étais en coulisses. J'avais choisi ma tenue avec soin. Pas une robe de soirée. Un tailleur pantalon blanc. Une armure. Je pouvais voir la salle sur un écran de contrôle. Et je les ai vus. Ma famille. Au premier rang. La table d'honneur. Ma mère, Delphine, rayonnait. Elle portait du Chanel et serrait des mains. Elle était la reine de l'événement. Mon père, Arnaud, à côté d'elle, l'air important, saluant un ministre. Et Agathe. Elle était là aussi, l'air un peu ennuyé, tapotant sur son téléphone. Ma mère a pris le programme posé sur sa table. Je l'ai vu le parcourir. Je l'ai vu s'arrêter. Je l'ai vu froncer les sourcils. Elle a lu le nom, conférence principale, Léonie Dutheil, directrice des relations extérieures, Euronews. Je l'ai vu montrer le programme à mon père. Il a haussé les épaules. Une homonyme, probablement, a-t-il dû dire. Une coïncidence. Ma mère n'avait pas l'air convaincue. Elle avait l'air nerveuse. Le discours d'ouverture s'est terminé. Les lumières se sont tamisées. Le présentateur est monté sur scène. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que nous attendions. Pour nous parler de l'avenir des médias et d'une annonce qui va secouer notre continent, veuillez accueillir le PDG d'Euronews, Cédric Vasseur. Cédric est monté sur scène sous les applaudissements. Il s'est approché du pupitre. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici, dans cette ville incroyable. Il a marqué une pause. Vous savez, on parle beaucoup de chiffres, de croissance, de parts de marché. Mais on oublie souvent l'essentiel, le talent. Le capital humain. Je voyais ma mère au premier rang, hochant la tête, l'air sage. Il y a quelques mois, continua Cédric, j'étais témoin d'une scène à l'hôtel de ville. Une situation de crise. Une traduction ratée qui aurait pu coûter des millions à cette ville. Et j'ai vu une jeune femme, que tout le monde ignorait, se lever. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai vu cette jeune femme, par sa seule intelligence émotionnelle, son empathie et sa maîtrise de la communication, désamorcer une bombe diplomatique en 30 secondes. Je voyais ma mère plisser les yeux. L'histoire lui disait quelque chose. Cette personne, dit Cédric, était sous-estimée. On lui disait qu'elle était trop sensible pour les affaires. On lui disait qu'elle n'était pas assez. Il a souri. Il s'avère que sa sensibilité est le plus grand atout stratégique que j'ai jamais vu. Cette personne, on lui a dit qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde. Alors je lui ai donné le mien. Ma mère avait compris. Son visage est devenu livide. Mesdames et messieurs, tonna Cédric Vasseur. L'avenir de notre groupe. Notre nouvelle directrice des relations extérieures. Accueillez s'il vous plaît. Léonie Dutheil. La musique a démarré. La lumière m'a aveuglé. Je suis sortie des coulisses. J'ai entendu 1000 personnes applaudir. Puis, j'ai entendu le silence. Un silence soudain, une vague de chuchotements qui a traversé la salle. C'est la fille Dutheil? Je croyais qu'elle était.
C'est Léonie. J'ai avancé vers le centre de la scène, vers la lumière. Et là, au premier rang, j'ai vu l'apocalypse. Le verre de champagne a glissé des doigts de ma mère, Delphine. Il s'est écrasé sur le sol avec un bruit cristallin, le liquide se répandant sur ses chaussures Chanel. Mon père, Arnaud, avait la bouche ouverte. Littéralement. Ses yeux sortaient de leur orbite. Agathe. Le téléphone lui avait échappé des mains. Il était tombé dans son assiette de petit four. Elle me regardait, l'incarnation de l'incrédulité. Je ne les ai pas regardés. Pas encore. Je me suis dirigée vers le pupitre. J'ai réglé le micro. J'ai regardé la foule. Bonjour à tous. Ma voix était claire. Elle n'a pas tremblé. On nous apprend que dans les affaires, l'émotion est une faiblesse. Que la sensibilité est un handicap. On nous apprend à être des requins, dans un océan de chiffres. J'ai jeté un bref regard vers ma famille. Ma mère épongait frénétiquement le champagne avec une serviette en tissu. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que c'est faux. L'avenir des affaires, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à lire ce qui n'est pas dit. À comprendre l'humain derrière le consommateur. C'est la valeur de l'empathie. Pendant 20 minutes, j'ai parlé. J'ai parlé de notre nouvelle stratégie. J'ai annoncé le partenariat. J'ai possédé cette scène. J'ai vu des PDG prendre des notes. J'ai vu le ministre hocher la tête. Quand j'ai terminé, il y a eu une seconde de silence. Puis une vague d'applaudissements. Une standing ovation. Cédric Vasseur m'a rejointe sur scène, m'a serré la main. J'ai quitté la scène par le côté. Je savais ce qui allait arriver. Ils étaient là. M'attendant. Avant même que j'aie pu boire une gorgée d'eau. Léonie. Ma mère m'a attrapé par le bras. Son visage était une tempête de fureur et de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Comment oses-tu nous humilier comme ça? J'ai doucement retiré mon bras. Humilier? Maman, je suis juste venue travailler. Ton travail, balbutia mon père. Depuis quand? Comment? Depuis le 1er mars, papa. Mais, tu ne nous as rien dit. C'est là qu'Agathe est intervenue. C'est cruel, Léonie. C'est une manipulation. Tu as fait ça pour nous faire du mal. J'ai regardé ma sœur. Son maquillage avait coulé. Cruel, ai-je demandé. Ma voix était froide. Est-ce que c'est cruel de te dire que tu es trop faible pour réussir? Est-ce que c'est cruel d'essayer de saboter ta confiance en toi pour que tu restes dans ta petite niche? Tu ne t'inquiétais pas pour moi, Agathe. Tu avais peur que je réussisse. Elle est devenue blême. Léonie, nous devons parler, dit mon père, essayant de reprendre le contrôle. En privé. C'est un malentendu. Un malentendu? J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'enveloppe couleur crème. La lettre d'exhérédation. Ceci est un malentendu? Je l'ai tendu. Ou c'est une rupture de contrat claire et nette? Vos mots. C'est à ce moment que la sécurité, prévenue par Cédric, est arrivée. 2 hommes en costume. Directrice Dutheil? Tout va bien? Ma mère a halté. Directrice? J'ai regardé l'agent de sécurité. Oui, merci. Ces personnes m'importunaient. Ces personnes? Ma mère était au bord de l'hystérie. Je suis sa mère. Madame, dit l'agent calmement. Je vais vous demander de vous éloigner. Ces personnes ne sont pas sur ma liste d'invités approuvés. L'ironie était si délicieuse. Vous ne pouvez pas nous faire ça, hurla mon père. Regardez-moi, ai-je dit, alors qu'ils étaient gentiment mais fermement repoussés. Regardez-moi bien. Le lendemain, ce n'était pas mon discours qui faisait la une de la presse locale. C'était la photo. Le Progrès, le grand journal de Lyon, avait un photographe au bon endroit, au bon moment. La photo était magnifique. Ma mère, Delphine Dutheil, le visage déformé par la rage, une main de l'agent de sécurité sur son bras Chanel, la repoussant.
Mon père, en arrière-plan, l'air d'un homme qui venait de tout perdre. Le titre, Drame familial en coulisses du Forum économique. L'article était dévastateur. Il parlait de mon ascension météorique chez Euronews et le mettait en contraste avec l'altercation avec ma famille. Les journalistes avaient fait leur travail. Ils avaient contacté des sources proches, probablement d'autres invités du dîner d'anniversaire. L'histoire de la lettre d'exhérédation a fuité. La chute a été rapide. Brutale. Pour ma mère, Delphine, ce fut la mort professionnelle. Une lobbyiste vit de son image, de son réseau, de sa réputation d'influence et de contrôle. La photo la montrait comme une femme hystérique, incapable de se contrôler. Les contrats ont été mis en pause. Les invitations se sont taries. Elle a été gentiment remerciée du comité du forum. En une semaine, son téléphone a cessé de sonner. Pour mon père, Arnaud, ce fut plus silencieux, mais tout aussi létal. Un PDG de conseil en stratégie doit incarner le jugement. Comment pouvait-il conseiller d'autres entreprises sur leur stratégie quand il avait si publiquement échoué à gérer la sienne? Son conseil d'administration l'a convoqué. On lui a fortement suggéré de prendre une retraite anticipée. Pour profiter de sa famille, disait le communiqué de presse. L'ironie. Et Agathe? Ma sœur. L'histoire de son sabotage psychologique, combiné à sa signature sur la lettre d'exhérédation, s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde fermé des cabinets d'avocats de Lyon. Un associé qui fait ça à sa propre sœur, à quoi peut-on s'attendre pour ses clients? Sa voie royale vers l'association a été reportée indéfiniment. On l'a muté au service des archives. Ils avaient passé 30 ans à construire une dynastie basée sur la réputation. En une soirée, en essayant de me détruire, ils avaient détruit ce qui comptait le plus pour eux, leur propre image. Pendant ce temps, mon partenariat stratégique, annoncé au forum, était un triomphe. Les actions d'Euronews ont grimpé de 8%. Cédric Vasseur m'a convoqué. Il ne m'a pas félicité pour le discours. Il m'a regardé avec un sourire en coin. Votre bonus vient d'être doublé, directrice du TEI. Il semble que les drames familiaux soient bons pour les affaires. J'ai été promue directrice senior après seulement 6 mois. Ils avaient tout perdu en essayant de garder le contrôle. J'avais tout gagné en le perdant. 6 mois ont passé. J'ai déménagé. J'habite maintenant sur la colline de la Croix-Rousse, dans un appartement avec une terrasse qui surplombe la ville. Je vois le bureau de mon père, et le siège de la fondation de ma mère, mais de très haut. Je sors avec quelqu'un. Il s'appelle Marc. C'est un architecte. Il ne se soucie pas de mon nom de famille ou de mon salaire. Il aime ma façon de ressentir l'espace et les gens. Il pense que ma sensibilité est ma plus grande force. Il a raison. Mes parents ont divorcé. C'était inévitable. Sans le projet commun de l'Empire du Teil, il ne restait plus rien. Ils se sont déchirés, se reprochant mutuellement ma réussite et leur chute. Ma mère vit désormais à Cannes, essayant de se refaire une réputation sur la Côte d'Azur. Mon père reste à Lyon, dans un appartement plus petit. Agathe est toujours aux archives. Ils ont essayé de me contacter, bien sûr. Des bouquets de fleurs, des orchidées blanches, mes préférées, dont ils se sont soudainement souvenus, sont arrivés à mon bureau. Je les ai fait renvoyer. Des appels en larmes sur mon répondeur. Je les ai bloqués. Ils sont même venus au siège d'Euronews. La sécurité les a poliment éconduits. La directrice du TEI n'est pas disponible. Dans mon nouveau bureau, j'ai accroché 3 choses au mur. Mon diplôme. L'article du Progrès sur mon succès au forum. Et entre les deux, dans un cadre en bois simple, la lettre d'exhérédation. Mes collègues me demandent souvent ce que c'est. Je leur réponds, c'est mon certificat de liberté. Le plus beau cadeau que ma famille m'ait jamais fait. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes la déception de votre famille. Celui ou celle qui ne rentre pas dans le moule. Celui ou celle dont les rêves ne correspondent pas à leurs exigences. Laissez-moi vous dire une chose, votre valeur n'est pas déterminée par leur approbation.
Ma famille ne m'a pas abandonné. Elle m'a libéré. Ils ne m'ont pas répudié à cause de mon travail. Ils m'ont répudié parce que j'avais refusé de vivre leur vie, selon leurs règles. Ils pensaient m'effacer de leur histoire. Ils m'ont juste donné la permission d'écrire la mienne. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il ou elle est assez. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de triompher des relations toxiques et de reprendre son pouvoir. Et j'aimerais vraiment lire vos histoires. Laissez un commentaire sur la plus grande victoire que vous avez remportée en établissant vos propres limites. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, parfois, la famille que vous choisissez vaut bien plus que celle dans laquelle vous êtes né.